Voilà, 14h05, nous avons attendu tous les retardataires. Je pense que vous devriez m'entendre. Auquel cas, vous pouvez me faire un signe dans le chat peut-être. Voilà, voilà, parfait. Donc, bienvenue aujourd'hui dans ce webinaire consacré aux aménagements cyclables de Wallonie et plus particulièrement leur cartographie. Moi, je suis Martin Ledan, je travaille au SPOEMI à la cellule mobilité active dans différents projets en lien avec la politique cyclable au niveau de la région Wallonne. Et, donc aujourd'hui, je vous présente ce projet donc, qui consiste en la cartographie consolidée et globalisée à l'échelle de la région Wallonne de la cartographie des aménagements cyclables. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous rendre compte de cette initiative donc, qui émane de la cellule mobilité active de SPEMI, donc de produire cette cartographie la plus exhaustive possible des aménagements cyclables en Wallonie. C'est un thème qui est sans doute un peu technique, et donc je vais faire tout mon possible pour rester le plus simple et le plus didactique possible. Mais donc l'objectif c'est surtout de vous de vous expliquer dans les grandes lignes quels sont voilà, les objectifs de ce projet, sans rentrer dans trop de détails. Dans une phase ultérieure, puisque ce projet n'est pas tout à fait terminé, on reviendra vers les communes et vers toutes les personnes intéressées avec des informations claires et précises sur la façon dont on pourra collaborer. Et là, on rentrera dans vraiment les moindres détails sur quelles sont les données, les schémas, les formats attendus, etc. Mais on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là aujourd'hui. Ce webinaire est enregistré, donc il pourra être revisionné a posteriori. Ça veut aussi dire que si vous ne voulez pas que votre nom apparaisse, notamment dans le chat, il ne faut pas alors utiliser le chat pour poser des questions. Mais ça me permet de vous dire aussi que si vous avez des questions, eh bien, utilisez la console de discussion pour poser vos questions. À la fin du webinaire, ma collègue Charline se chargera de lire les questions et nous y répondrons. Je ne pense pas que ce webinaire durera les 2 heures qui ont été indiquées, mais voilà, ça vous savez quand vous pourrez vous libérer. Alors voilà, ici pour en introduction, ouais, ce que vous voyez ici, c'est une carte donc, de la région de Liège, sur laquelle vous pouvez en fait voir les aménagements cyclables par source de données. Ici, en fait, on a 4 sources de données. En rouge, vous avez en fait des données qui viennent de la ville de Liège. C'est aussi au centre, et donc on voit que c'est dans les limites de la commune. On a des données qui nous viennent de la base de données des routes du SPEMI. Ici, on en a ici en bleu sur les grands axes. On a la base de données Ravel. Et puis, partout ailleurs, notamment là où on voit qu'on n'a pas reçu de données, notamment des villes, on a des données en jaune. Ce sont en fait des données OpenStreetMap. OpenStreetMap, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est une base de données collaborative mondiale et ouverte, donc qui permet de cartographier l'entièreté du monde et qui dispose notamment d'une thématique aménagement cyclable également. Et donc cette carte, en fait, c'est un peu, illustre un peu le nœud du problème, dans le sens où en fait, on a différentes données qui ne parlent pas toujours le même langage, qui parfois sont manquantes, parfois se chevauchent, parfois disent des choses différentes, mais qui ont toutes la même thématique. Donc comment obtenir en fait une base de données in fine qui parle la même langue, qui soit utilisable pour différentes thématiques et différents objectifs. Donc c'est un peu ça voilà, le nœud du problème qui nous a occupé dans ce projet. C'était quoi notre objectif? En fait, c'est d'avoir un schéma standardisé des aménagements cyclables. Un schéma, c'est quoi? C'est des directives techniques, disons, sur la façon dont on structure, on caractérise les données géographiques en base de données, dans un même langage commun, que cette base de données, elle soit unique, c'est-à-dire qu'on ne doit pas aller chercher à gauche, à droite continuellement des données différentes, mais qu'elles soient intégrées dans une seule base de données qui soit disponible et utilisable par tout le monde. Harmonisées, donc on les fait toutes parler dans la même langue, et de qualité. Donc ça, il faut aussi pouvoir s'assurer que les données qu'on dispose, elles ont une certaine qualité, elles reflètent une certaine réalité avec un niveau de fiabilité. Et là où c'est aussi particulier, donc c'est que c'est sur l'ensemble du territoire wallon. Comme je l'ai dit, nous on dispose déjà de bases de données sur les routes, sur les ravels, etc. Mais on n'a pas toujours connaissance de tous les aménagements dans les communes notamment. Et donc c'est pour cela que l'ambition, c'est d'avoir en fait une cartographie exhaustive de tout le territoire.
Et donc cela inclut forcément les territoires communaux où la région n'a pas spécialement connaissance de tous les aménagements. Pour qui et pourquoi? Principalement, c'est pour les services publics. Nous, au SPEMI, on a différents projets, notamment de planification du réseau cyclable structurant. On a des questions de gestion du réseau et aussi des projets de monitoring, donc notamment l'Observatoire des modes actifs, qui est un projet en cours qui est en train de se développer, qui permettra de monitorer l'évolution du réseau à travers le temps, pour voir comment on progresse d'année en année. Et c'est aussi le public cible, c'est aussi les citoyens. On a envie que les citoyens puissent accéder aux données de manière la plus facile possible, notamment, comme j'ai déjà dit, via OpenStreetMap. Il y a aussi d'autres formules, ODWB, etc. Parce qu'il y a aussi toute une série d'applications. Vous connaissez peut-être Komoot, GeoVélo, toutes ces applications, notamment de loisirs, mais pas que, aussi utilitaires, qui permettent de connaître le meilleur itinéraire à vélo ou de mode de déplacement entre deux points. Et ces applications se reposent généralement sur des bases de données OpenStreetMap. Et donc, si toutes nos données entre guillemets, à nous, autorités publiques, on peut les insérer, les faire passer dans OpenStreetMap avec un niveau de qualité important, ça permettra aussi aux citoyens d'en bénéficier directement. Il y a aussi une composante plus remontée des problèmes. C'était aussi ça qui nous a motivés à la base, c'est on voudrait créer une plateforme où les citoyens puissent remonter éventuellement des problèmes, des suggestions, etc. Mais il faut pouvoir retourner aussi vers le bon gestionnaire de réseau. Ça, c'est encore un projet parallèle. Donc voilà, ici, pour résumer un peu notre problème, on a donc plusieurs bases de données, les routes SPOE, le Ravel. Ici, on a toutes les communes. Et puis, on a OpenStreetMap. Sauf comme j'ai déjà dit, on n'a pas toute la même structuration de données, on n'a pas les mêmes champs, les champs n'apportent pas les mêmes valeurs. Donc, parfois, on dit pomme, l'autre dit poire. Qu'est-ce que ça veut dire en vérité? On a des éléments aussi dans plusieurs sources. Donc, par exemple, le Ravel passe à travers la ville de Liège, mais la ville de Liège a aussi cartographié ce Ravel. Donc, on aura deux aménagements cyclables au même endroit dans la base de données. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ces doublons? Ça pose notamment un problème si vous voulez commencer à mesurer la longueur du réseau. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir deux fois la même longueur dans le calcul. On a des problèmes d'exploitation différentes. Donc, certaines communes utilisent leur cartographie pour des objectifs très précis de gestion du patrimoine avec pouvoir faire des mètres très précis du nombre de kilomètres de trottoirs, etc. Ou alors plutôt une logique de mobilité qui est celle que nous occupe plus, c'est-à-dire l'échelle d'exploitation, c'est-à-dire l'échelle à laquelle on va dessiner en fait les aménagements cyclables est assez plus large. Parce que nous, ce qui nous intéresse tous, c'est de savoir qu'il y a une liaison en fait entre, par exemple, entre deux quartiers, entre deux villages, et on n'a pas besoin de savoir, disons, à 10 cm près, quelle est l'échelle d'exploitation. Et puis alors, il y a la dernière question qui est, disons, le désaccord entre sources, c'est-à-dire que certaines sources disent une chose et les autres, une autre source dit autre chose. Et puis encore, troisième chose, c'est ce qui est vraiment sur le terrain, en fait. Et est-ce que le terrain a vraiment bien été caractérisé? Donc, comment est-ce qu'on gère tout ça? Et donc, c'est tout notre problème, c'est comment, voilà, transformer toutes ces bases de données dans un script qui nous permet, in fine, d'avoir une base de données utile. Alors, je ne sais pas si vous, c'est clair, mais lorsque vous commencez à cartographier des aménagements cyclables, on se rend compte qu'en fait, un aménagement cyclable, c'est pas toujours euh, très évident ce que représente un aménagement cyclable. Et donc, pour rendre compte de ça, euh, excusez-moi, je vais d'abord vous montrer la définition qu'on a faite au sein de notre projet. Pour nous, un aménagement cyclable, c'est une voie publique, c'est-à-dire, par exemple, une vraie piste cyclable, un Ravel, ou une partie de voie publique, ça peut être une piste cyclable marquée le long d'une voie publique, qui favorise ou organise la circulation des cyclistes. C'est possible par ailleurs toute infrastructure ou signalisation agissant comme telle, c'est-à-dire qu'il suffit parfois d'un signal ou d'un élément d'infrastructure pour que l'aménagement soit, disons, opportun pour les cyclistes. C'est une définition qui n'est pas en fait très précise, mais vous allez voir que justement, c'est parfois ambigu ce qu'est un aménagement cyclable. Ce qui m'amène donc maintenant à vous proposer ce entre guillemets petit jeu, si j'arrive à le faire. Donc, je vais vous mettre ici des fauteuils, vous devez me répondre avec un vote dans
dans le chat que vous allez voir apparaître si selon vous c'est un aménagement cyclable. Euh, Ceci n'a pas été répété, mais voilà, je vais m'en sortir. Donc ici, vous voyez une route, et vous allez voir maintenant apparaître devant vous un petit vote, et vous allez me dire est-ce que c'est un aménagement cyclable ou pas. Donc si c'est un aménagement cyclable, vous mettez un petit pouce vers le haut, sinon c'est un aménagement vers le bas. Attention, c'est parti. Attends encore, je ne sais pas si tout le monde a vu le pop-up. Donc voilà, je pense que j'ai clôturé les votes. Donc 72% d'entre vous disent que ce n'est pas un aménagement cyclable. Mais en fait, ceci c'est un F99C qui est un aménagement donc dédié au vélo, ici speed pedelec, cavalier, piéton, mais aussi aux tracteurs. Et donc, et donc pas au trafic motorisé, donc on considère que c'est un aménagement cyclable parce qu'il y a un élément de signalisation. Ce que ça nous raconte ici, c'est qu'en fait, vous voyez qu'un aménagement cyclable, bah, ça peut être entre guillemets juste un chemin en béton et que ça en fait un aménagement cyclable. Mais ce qui fait vraiment ici l'aménagement cyclable, c'est le fait qu'il y a un élément de signalisation. Je relance un autre sondage. Est-ce que ceci, c'est un aménagement cyclable? Donc vous êtes à 90% pour dire que c'est un aménagement cyclable. Je vois que vous avez bien suivi le slide précédent, sauf que c'était un piège, car au cours de notre projet, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de panneaux de signalisation, notamment F99 euh, A, je pense ici, dans ce cas-ci, qui portaient sur des chemins qui n'étaient pas du tout praticables en fait à vélo. Donc c'est comme ce type de sentier par exemple, je ne suis même pas sûr qu'il puisse être pratiqué à vélo dans le cadre du code forestier. Et donc, on a rajouté une composante, en fait, je viendrai dans un instant, sur la praticabilité du chemin. Selon nous, même s'il y a une signalisation ad hoc, le chemin doit pouvoir être pratiqué avec un vélo de ville. Et donc, dans ce cas-ci, nous, on considère que ce n'est pas un aménagement cyclable. Troisième exemple, est-ce que ceci, c'est un aménagement cyclable? On parle ici vous voyez, du chemin à gauche qui remonte en fait le long de la bretelle et puis ça s'en va dans un petit couloir. Mais il n'y a pas de signalisation. Je vois qu'ici, c'est plus partagé. Vous êtes une majorité à dire que ce n'est pas un aménagement cyclable. Donc effectivement, ici, ce que ça nous montre, c'est que parfois un aménagement cyclable, c'est pas toujours évident ce que c'est. Donc il n'y a pas de signalisation. Dans la cartographie, donc ici on est sur la ville de Liège, la ville de Liège considère que si c'est une piste cyclable, donc un D7, D7, c'est-à-dire une piste cyclable obligatoire pour les vélos dans lesquels les piétons ne sont pas prioritaires. Moi j'ai rajouté ce panneau aussi, ça c'est un D10. Ou c'est plutôt un cheminement cyclo-piéton dans lequel les piétons et les cyclistes doivent cohabiter et où les piétons sont prioritaires. Ce que ça dit ici, c'est que parfois il n'y a pas de signalisation et il faut quand même qu'on tombe dans une catégorie. Parce que dans quel type d'aménagement cyclable est-ce qu'on se trouve? C'est pas toujours évident de le dire, surtout s'il n'y a pas de signalisation. Donc parfois on doit reconstruire en fait la classe ou le type d'aménagement cyclable à partir des caractéristiques physiques que l'on trouve sur le terrain. Tout dernier exemple, et puis on arrêtera le petit jeu. Est-ce que ceci est un aménagement cyclable?
Et donc là, vous êtes aussi une majorité à répondre que oui. Et donc ça, c'est un peu dans la lignée du précédent, c'est-à-dire que voilà, ici on a une ancienne route en fait du côté des Y, qui longtemps était fermée à la circulation de tout le monde d'ailleurs, mais qui a été rouverte récemment, et on a juste mis des blocs de façon à empêcher la circulation des voitures. Il n'y a pas de signalisation non plus, mais typiquement, on voit que l'intention par ces blocs, c'était de créer un aménagement propice aux modes actifs, peut-être sans doute aussi aux cavaliers et autres. Et donc parfois, il suffit d'un aménagement physique comme ça pour en faire un aménagement cyclable. La conclusion, c'est de dire, ben voilà, c'est pas toujours évident de savoir ce que c'est qu'un aménagement cyclable. Parfois, ça peut être une route avec un élément qui en fait un aménagement cyclable, ou alors quand c'est clair, on a un signal. Mais même quand on a un signal, parfois, on voit que ça peut être un chemin de forestier qui n'est pas adéquat. Euh, je reprends ma présentation. Et maintenant, on va parler donc du schéma. Donc le schéma, c'est quoi? C'est donc la structuration des données qu'on a mis en place qu'on a proposé dans ce modèle de données pour que on parle tous sur une même base, qu'on comprenne ce dont on parle tous ensemble dans une base de données géographique. On a, on a déjà rencontré disons, des communes il y a quelques mois. On a eu des discussions sur la meilleure façon de procéder. Et on avait déjà aussi des initiatives qui existaient au SPW. On a décidé de partir sur un modèle qui est en fait assez simple et qui est basé sur la signalisation. Et donc, le modèle se repose principalement sur en fait un champ qui est de dire quel est l'aménagement cyclable euh, présent en présence et vis-à-vis donc de la signalisation. C'est-à-dire qu'on a ici, je ne sais plus combien, mais 10 ou 12 classes d'aménagement cyclable qui correspondent en fait à chaque fois à un cas du code de la route. Bon, je peux vite vous les citer. Donc on a les pistes cyclables D7, D9, D10, les F99, les SUL, zones cyclables, les zones piétonnes accessibles au vélo, les sites franchissables spéciaux, là, donc les bandes bus, les zones résidentielles et les interdictions au trafic motorisé à l'exception des vélos. Puis il y a trois autres cas qui ne sont pas des signalisations verticales mais plutôt horizontales. On parle donc des voies centrales, des chaussées à voies centrales banalisées, les, les BCS, donc les bandes cyclables suggérées, et les PCM, donc les cyclables marqués. Et donc le modèle reposera principalement sur ce champ, et donc on se basera d'abord sur la signalisation. Et s'il n'y a pas de signal, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va essayer de déduire l'aménagement par ses caractéristiques. Donc ça, c'est un peu le cas qu'on a vu, vous vous rappelez, sur la piste cyclable, notamment à Liège, ou sur le cas AEY avec le bloc de béton. Et donc on sera dans des zones un peu plus grises à ce niveau-là, et donc de l'intérêt également de décrire les aménagements dans plus de détails. Ça, on y reviendra plus tard, c'est-à-dire que notre modèle, il est basé d'abord sur cette typologie des aménagements cyclables, via le code de la route, mais on proposera aussi toute une série de champs qui permettront de caractériser ces aménagements cyclables précisément. Alors, il y a une limite que j'ai évoquée avec le sentier, c'est que on considère que par défaut, l'aménagement doit pouvoir être parcouru sur un vélo de ville. Donc, lorsque vous nous fournirez des bases de données, on considérera par défaut que l'aménagement cyclable, il est praticable par vélo de ville, même si vous ne l'avez pas mentionné, disons, dans un champ particulier. Donc, le champ, ce serait la praticabilité. Vous pouvez dire l'aménagement, il est très praticable, il est bien praticable, il est relativement praticable, il n'est pas praticable. Si vous ne mentionnez pas ce champ, on considérera qu'il est praticable. Donc, on attendra qu'il n'y ait pas de sentier ou chemin de terre avec des pierres, etc. Ça, c'est juste une petite remarque. Donc, on a cette contrainte-là derrière. Allez, voilà. Donc, ici, on a un cas, comme tout à l'heure, on a un F99 et sur un chemin empierré, donc il ne considère pas qu'on peut l'utiliser avec un vélo de ville dans une pratique utilitaire. Ici, c'est tous les autres champs qui font partie de notre modèle de données. La plupart sont optionnels, sauf ceux que j'ai mis ici en gras. Donc, tout type d'aménagement, c'était selon le code de la route. Praticabilité, il n'est pas obligatoire, mais si vous ne le renseignez pas, on considérera des valeurs par défaut. C'est la même chose pour la notion de côté sur laquelle je vais revenir dans un instant. Sinon, on voit qu'on a toute une série d'autres champs
une série de champs qui permettent de spécifier notamment à qui l'aménagement est dédié. Donc, on voit que les F99, ça peut être un cocktail d'usage, hein. Ça peut être les cavaliers, les tracteurs, les vélos, etc., les speed pédélec. On pourra aussi spécifier plus précisément à qui l'aménagement est dédié. Et en termes de caractéristiques physiques aussi, on a toute une série de champs qui pourront être renseignés, qui nous permettront voilà, de connaître mieux ce face à quoi on se trouve. C'est-à-dire, par exemple, la largeur de l'aménagement. On sait que la largeur a de plus en plus d'importance dans le caractère confortable de l'aménagement. Est-ce que c'est un sens, est-ce que c'est unidirectionnel ou bidirectionnel? La qualité enfin, la type de revêtement? Est-ce que les piétons sont ségrégés des vélos? Voilà, toute une série de champs qui permettront de caractériser selon des domaines de valeur. Donc, on pourra choisir des domaines de valeur particuliers. Tout ça sera renseigné plus tard dans un schéma bien précis. Puis, on a rajouté toute une série d'autres champs qui sont plus des champs d'ordre de gestion, qui sont, voilà, qui peuvent être utiles, notamment dans une logique de monitoring. Je vais faire vite une petite précision. C'est un peu technique, mais c'est important de le comprendre. La notion de côté. Il y a deux façons de dessiner des aménagements, disons, dans une base de données géographique. Il y a, on appelle ça en gauche-droite vis-à-vis d'un axe. Donc ici, vous avez dessiné une route régionale, par exemple, et on va dire à sa gauche, il y a une piste cyclable marquée, et à sa droite, il y a une piste cyclable marquée dans la direction de l'aménagement. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve notamment, enfin, qu'on a retrouvé notamment dans les bases de données régionales, mais qui se trouve aussi dans OpenStreetMap. Les communes, jusqu'à présent, on a plutôt remarqué qu'elles avaient tendance à travailler plus ce qu'on appelle en lieu et place. C'est-à-dire qu'au lieu de dessiner l'axe de la voirie et de dire qu'à sa gauche, à sa droite, il y a un aménagement, on va simplement dessiner en lieu et place de la piste cyclable marquée, dans ce cas-ci, la piste cyclable marquée. Donc ça, c'est le mode en lieu et place, plutôt que le mode gauche-droite. Et donc, par défaut, on considérera que si vous ne renseignez pas comment vous avez dessiné les éléments, bah, on considère que c'est en lieu et place, sauf si vous avez spécifié typiquement. Et alors pour les autres aménagements, voilà, typiquement un Ravel, voilà, la question se pose moins évidemment, parce que là, la voirie est l'aménagement cyclable en tant que tel, et donc on va dessiner évidemment l'aménagement le plus possible en son centre, et en lieu et place du coup. Avec quelle échelle d'exploitation? Donc ça, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. L'échelle d'exploitation, c'est quand même relativement important, c'est-à-dire à quelle échelle, entre guillemets, vous allez, à quelle précision vous allez dessiner vos aménagements. Ici, on a un exemple, donc en jaune, on voit, c'est OpenStreetMap, on voit que OpenStreetMap, l'axe était dessiné bien, enfin, bien relativement au centre de la voirie, avec cette relation, enfin, avec cette caractérisation des cycles marqués en gauche-droite. Donc ici, on voit qu'on a des cycles marqués. Donc dans OpenStreetMap, il serait mis à gauche un cycle marqué, à droite un cycle marqué. Et ici, la commune a dessiné en lieu et place les deux pistes cyclables marquées. Sauf ce qu'on voit, c'est que elle ne les a pas dessinées précisément sur la piste cyclable. Elle les a mis un peu disons, en dehors, sans doute à une échelle d'exploitation un peu trop grande. Et ça a pour effet, en fait, bah, ça, j'en parlerai dans un instant, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a en fait un buffer, un tampon, qui nous permet en fait de faire des liens entre les différentes sources. Et ce qu'on voit, bah, c'est que malheureusement ici, la piste cyclable, elle tombe en dehors de notre buffer. Du coup, on a du mal en fait à faire le lien entre les différentes sources. De l'importance d'avoir une échelle d'exploitation assez précise. Donc nous, on recommande de digitaliser au 500e, c'est-à-dire relativement zoomé sur des images satellites sur un écran d'ordinateur. Alors voilà ici, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai voulu un peu initier le mystère. Donc en fait, c'est une pierre de Rosette. Pierre de Rosette qui nous a permis en fait de traduire les hiéroglyphes égyptiens en grec. Et pourquoi j'ai fait ça? Bah, c'est en fait pour vous expliquer que notre modèle, on n'a pas voulu enfin, notre schéma, on n'a pas voulu l'imposer à tout le monde. On a eu des discussions autour de ça. On s'est dit, ben, chaque commune, chaque travaille en fait dans son propre modèle. On n'a pas envie d'imposer de manière trop stricte un modèle. On va plutôt travailler avec un schéma mapper. Donc un schéma mapper, c'est ce que vous voyez derrière, c'est le fichier Excel ici derrière, qui va en fait faire le lien entre la façon dont votre base de données est structurée et notre base de données à nous. Enfin, notre base de données centralisée. C'est ce qu'on appelle un schéma mapper. Donc, c'est-à-dire que vous allez dire, ben voilà, ce champ-là correspond à ce champ-là dans notre schéma et telle valeur
dans ce champ-là correspond à telle valeur dans ce champ-là. Ça permet de traduire en fait tous les jeux de données dans un schéma commun. Ça ne concerne pas que les données des communes, en fait, même au sein de, disons, la base de données Ravel, la base de données des routes, OpenStreetMap, chacune parle en fait un petit peu dans un langage différent et le schéma mapper s'applique également à ces données-là. Je mets ici la petite formule qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un schéma mapper qu'on pourra traduire n'importe quoi dans notre modèle. Il faut quand même qu'on ait la granulosité suffisante, notamment au niveau des typologies d'aménagement. C'est-à-dire que si vous distinguez pas, par exemple, les différents types de pistes cyclables obligatoires entre le D7, D9 et D10, vous faites disons, un grand paquet pistes cyclables séparées. Nous, après, on ne saura pas entre guillemets, la rebrancher dans notre système en sachant bah, vers quel type de piste cyclable on se trouve. Donc, ok, notre système permet une flexibilité, mais il faut quand même qu'on ait la granulosité suffisante. C'est pour ça qu'on vous recommande quand même d'adapter ou de gagner en précision pour pouvoir vous intégrer dans une base de données centralisée. Juste en plus, on cartographie aussi les éléments ponctuels. Donc, au niveau des éléments ponctuels, on va cartographier les axes, donc les zones avancées pour cyclistes. Ce sont les espaces au feu rouge qui permettent aux cyclistes de se mettre en pôle position, entre guillemets, devant les voitures et les camions, de manière à sécuriser leur situation. Et tout ce qui est obstacles. Donc, on a beaucoup d'obstacles dans les aménagements cyclables qui permettent souvent de filtrer en fait le trafic motorisé ou alors de ralentir les vélos. Et donc, on a aussi une cartographie de ces aménagements-ci. Pour le moment, on n'a pas beaucoup de communes qui cartographient cela. Mais si vous en avez, on est tout à fait intéressé à les intégrer. Et puis les B22, B23, donc ça, ce sont les fameux panneaux qui permettent aux cyclistes de tourner à droite au feu rouge. Donc voilà, ça c'était l'histoire du schéma. C'est-à-dire qu'on a maintenant on a la possibilité de traduire les différentes bases de données dans une seule base de données, dans un seul langage. Ça, c'est quelque chose qui est entre guillemets, relativement facile à mettre en œuvre. Mais comme je vous l'ai montré au tout début, les différentes sources de données, c'est pas si évident. Même si elles parlent dans la même langue, il y a encore tout le côté géométrique. Et on s'est posé la question, mais comment est-ce qu'on peut intégrer toutes ces données en fait dans une seule base de données unique? Ici, vous avez un exemple à Liège, où on a les 4 sources de données connues qui se chevauchent pas, mais enfin, si, qui se chevauchent, qui sont toutes en fait un peu au même endroit. Alors, laquelle des géométries est-ce qu'on va choisir? Est-ce qu'on commence à choisir une source prioritaire et qu'on élimine les autres en dessous? On a pensé à faire ce genre de système, mais ça veut dire qu'on va commencer à devoir découper avec des ciseaux les autres sources lorsque la source principale s'arrête, avec des risques voilà, de faire des discontinuités, de faire des petits morceaux à gauche, à droite. Et donc on a fait un choix, qui est en fait de faire un système à 2 cartographies différentes. On a donc une cartographie des sources authentiques et une cartographie d'OSM, entre guillemets, augmentée. C'est ce que j'ai appelé haute pour données authentiques et OSM pour données OSM augmentées. Donc elles parlent toutes dans le même schéma. Donc quand d'un côté on dit chemin réservé, bah, c'est un chemin réservé. Dans OpenStreetMap, c'est aussi un chemin réservé. Enfin, dans une base de données OpenStreetMap, c'est aussi un chemin réservé. Pour ceux qui connaissent OpenStreetMap, il n'y a pas de chemin réservé dans OpenStreetMap. C'est un petit peu parfois compliqué de lire OpenStreetMap si on n'est pas expert. Et donc, ce sera une base de données OpenStreetMap augmentée qui rentre dans notre schéma. Et de passer sur les différentes bénéfices enfin les différentes points positifs et négatifs des différentes bases de données. Donc, la base de données des sources authentiques, bah, c'est les données métiers, c'est les données officielles, c'est les données authentiques. C'est une base de données qui va rassembler toutes les sources de données authentiques. Ce sont des données métiers, donc elles ont une espèce de gage de qualité, de garantie voilà, ce sont des services publics qui les ont mis en œuvre. C'est elles qui connaissent leur terrain. Donc normalement, elles ont fait le travail
jusqu'au bout comme il faut. En tout cas, elles ont le devoir de le faire. Elles sont exhaustives sur leur domaine, c'est-à-dire que sur leur domaine, normalement, elles doivent cartographier tout ce qui la concerne. Donc une commune, normalement, va cartographier toute sa commune. Les routes, elles vont cartographier toutes les routes. Et le Ravel, il va cartographier tous les éléments de Ravel qui concernent le réseau Ravel. Mais comme les différentes sources parfois parlent des mêmes domaines, en parlant d'une commune qui va cartographier aussi les Ravel, on a le problème des chevauchements. J'ai mis qualité hétérogène, ça ne veut pas dire que par définition elles sont de mauvaise qualité, simplement ça veut dire que parfois elles ne sont pas cartographiées de la même façon, à la même échelle d'exploitation, donc parfois elles ne sont pas toujours de la même qualité. Par ailleurs, OSM, quelles sont ses qualités? OSM, donc OpenStreetMap, je répète, c'est une base de données cartographique collaborative à l'échelle du monde. Ce sont des données de terrain, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont été sur le terrain et qui ont constaté voilà, le terrain. Des aménagements cyclables, mais ça peut aussi être toute une série d'autres choses. Donc ça l'intérêt, c'est que voilà, c'est comme si vous aviez des milliers de cartographes qui allaient pour vous travailler à cartographier le monde. C'est un domaine global, c'est-à-dire global, c'est que la Terre entière est cartographiée. Pour nous, entre guillemets, ça n'a pas vraiment intérêt à savoir ce qui se passe en Chine, mais en vérité, peut-être que si. C'est-à-dire qu'on va pouvoir nous-mêmes, une fois qu'on a nos données sont dans OpenStreetMap, on va peut-être pouvoir se comparer directement à la France, aux Pays-Bas, aux zones frontalières, à savoir voilà, comment notre réseau se différencie-t-il des autres pays, par exemple. On a une unicité, c'est-à-dire que, vous vous souvenez, dans la cartographie des aménagements, enfin de la cartographie de la ville de Liège, on a des choses qui se superposent. Alors que dans OpenStreetMap, on a normalement un critère d'unicité, c'est-à-dire on va pas avoir deux fois le même aménagement au même endroit. S'il était cartographié une fois, c'est bon, il est là. Ou s'il est en double, normalement, quelqu'un va venir l'effacer. Normalement, il n'y a pas de doublon dans OpenStreetMap. On a aussi une certaine qualité géométrique et topologique, c'est-à-dire que les éléments, généralement, sont relativement bien dessinés et ils se touchent, disons, en carrefour, etc. Les éléments sont jointifs. C'est notamment important parce qu'il y a ce qu'on appelle des algorithmes de géorouting qui sont très utilisés sur OpenStreetMap qui permettent de calculer les chemins les meilleurs, notamment à vélo. Et donc on a cette contrainte de topologie, c'est-à-dire que les éléments doivent se toucher entre eux, de manière à savoir qu'il y a moyen de passer par un endroit. C'est accessible par tous. OpenStreetMap, c'est vraiment disponible vraiment directement à tous. Donc on a vraiment cet intérêt de pousser nos données vers OpenStreetMap de manière à les rendre les plus accessibles possibles. Alors les points négatifs, c'est que c'est une qualité sémantique hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a pour dessiner des aménagements cyclables, parfois il y a des guidelines qui sont pas toujours suivis à 100%. Donc voilà, c'est une amélioration perpétuelle, mais c'est pas toujours parfaitement caractérisé. Puis c'est incomplet, c'est-à-dire qu'il y a pas d'autorité supérieure qui va dire, qui va imposer le fait que tout soit cartographié. Ça se fait petit à petit en fonction des passages des cartographes. Donc c'est pas parce que c'est OpenStreetMap que tout est complet. Et donc voilà ce à quoi on en est arrivé, c'est-à-dire on en est arrivé à une double cartographie avec une troisième thématique qui est celle du recouvrement. Donc d'un côté, ici, on a des aménagements authentiques à gauche qui reprennent en fait les différentes bases de données qu'on a. Ça se voit pas très bien ici, mais en fait, on peut voir que notamment il y a des éléments qui se chevauchent. On a parfois deux fois le Ravel ici. Euh, voilà, il peut y avoir des sources qui disent des choses différentes. On voit la même chose dans la base de données OpenStreetMap. On voit qu'il y a quand même une forme une bonne corrélation entre les deux. Et dans ce cas-là, donc, comme je disais, il n'y a pas enfin, il y a pas de doublon et il y a une certaine qualité topologique. Et alors, en fait, ce qu'on en a fait en troisième lieu, c'est qu'on a créé une thématique recouvrement. C'est-à-dire qu'on a en fait essayé de faire une espèce de jointure ou un matching entre les deux thématiques pour voir où est-ce qu'il manquait où est-ce que dans les données sources, données authentiques, il manquait des choses que OpenStreetMap pouvait nous dire. Et à l'inverse, où est-ce que OpenStreetMap était et où est-ce que dans OpenStreetMap il manquait des choses. Donc voilà un exemple ici dans la base de données, on nous dit qu'il y a une rue cyclable ici et elle n'est pas présente dans OpenStreetMap. L'idée c'est d'aller du coup la rajouter dans OpenStreetMap. Notre modèle, enfin je vais vous montrer dans un instant, il nous permet d'identifier ce genre de discordance, mais il n'y a pas un système automatique qui va aller corriger tout de suite toutes les erreurs. Il va falloir que des humains en fait par derrière aillent améliorer petit à petit les données. Dans l'autre sens,
Voilà, ici, on voit qu'il y a comment ici, c'est un SUL, donc un sens unique limité qui est renseigné dans OpenStreetMap, mais qui est manquant dans les données authentiques. C'est-à-dire que on va pouvoir aussi s'enrichir des données OpenStreetMap pour, voilà, compléter des données qui seraient manquantes dans les sources authentiques. L'idée, évidemment, c'est d'avoir une espèce de système vertueux où, s'échangeant des informations de l'un vers l'autre, à la fin, on va avoir deux cartographies qui sont les plus corrélées possibles. Je vais vite vous faire une petite démo pour vous montrer sur le terrain à quoi ça ressemble. Donc voilà, normalement, vous devriez voir maintenant mon ArcGIS. Je vais juste commencer vite par vous montrer la carte que je vous ai montrée au tout début. Donc là, on voit bien toutes les sources qui se chevauchent, avec dans les frontières de la commune de Liège, on a les données de la commune de Liège. Mais dès qu'on sort des autres communes, enfin de cette commune, on n'a plus de données. Non pas que ces communes ne cartographient pas leurs aménagements, mais c'est parce qu'à ce stade, on n'a pas encore demandé à tout le monde de fournir des données. Et on voit que parfois ça se chevauche, avec le fameux exemple typique que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que c'était pas là, c'était ici. On peut avoir jusqu'à 4 sources qui se chevauchent. Et puis alors, en dehors de là, on a des données, on a toujours OpenStreetMap, donc, qui est en jaune clair ici. Pour tous les endroits où on n'a pas de données, on a toujours OpenStreetMap qui peut venir nous suppléer. Donc ça, c'était la cartographie par source. Ici, maintenant, vous voyez en fait la cartographie des aménagements cyclables. Et à gauche, vous avez la cartographie OpenStreetMap, qui est donc une cartographie OpenStreetMap entre guillemets améliorée parce qu'elle est elle est dans notre schéma de données. Et à droite, vous avez la cartographie des sources authentiques. Donc là, vous avez entre guillemets la ville de Liège, les données des routes du SPW et le Ravel. Et ce qu'on voit, c'est que il y a quand même une bonne correspondance entre les deux, mais que parfois, il y a des doublons. C'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, ici, vous voyez que le Ravel a été cartographié 2 fois. Une fois par la ville de Liège, euh, une fois par le Ravel. Je vais vous épargner de passer dans voilà, donc l'installation de criminel. Et là, c'est le Ravel. Je vais vous montrer maintenant. Donc, vous avez compris maintenant voilà, qu'on a on a vraiment les deux cartographies qui sont amenées à coexister entre elles. Et selon le besoin, on pourra utiliser l'une ou l'autre. Je vais vous montrer maintenant la troisième thématique qui est celle du recouvrement. Je vais juste adapter ma carte. Ici, on a d'autres couleurs. Dès que vous voyez en fait un petit drapeau, c'est un endroit où, donc ici on a à gauche, donc c'est les données OpenStreetMap. Ce sont les endroits où on a des données OpenStreetMap et on n'a pas de correspondance dans des données authentiques. Donc il faut bien comprendre que soit c'est parce qu'on n'a pas du tout de données authentiques, par exemple c'est une commune où on n'a pas de données. Ça peut aussi être un endroit dans une commune où on a des données, mais où la commune n'aurait pas renseigné son aménagement cyclable. Et puis en fonction du taux de correspondance, donc ça veut dire qu'on va faire on va faire un buffer, une zone tampon autour de chaque élément, et on va aller voir dans son entourage proche, est-ce qu'on a un élément du même type dans son entourage. Et si on a un élément du même type, alors on a un bon taux de correspondance. Je vais vous montrer ici, par exemple, au sud de Serein. Voilà. Donc ici à gauche, on a le Ravel de Meuse au sud de Serein. Et donc on a l'aménagement cyclable dans OpenStreetMap. Il est vert, c'est-à-dire qu'on a 99% de recouvrement avec la base de données Ravel. Je vais vous épargner un peu tous les détails, mais ici vous voyez qu'il y a un taux de recouvrement euh, avec Ravel de 99%. Effectivement, on voit que de l'autre côté, on a la base de données Ravel, qui elle n'a pas la même segmentation, c'est-à-dire que ici vous voyez qu'on a plusieurs morceaux.
dans le Ravel, on a un long morceau. Et qui lui aussi, en fait, a un très bon taux de correspondance parce que, 99, 98%, parce qu'en fait, tout le long de son chemin, il y a des petits morceaux d'OpenStreetMap qui collent assez parfaitement dans le buffer. Le buffer, on le voit ici en jaune, d'un élément du même type. Donc là, on peut être certain que, voilà, ce que dit la base de données authentique, c'est ceci, et OpenStreetMap, eh ben, il a les mêmes données, donc, entre guillemets, on peut valider la donnée dans OpenStreetMap, et l'inverse est vrai aussi. Je vais vous montrer un autre cas un peu plus particulier, du côté de Dahlem. Voilà, Dahlem. Donc ici, on est aux côtés de Dahlem, on a refait un Ravel ici récemment, qui arrive, dans un tunnel qui est assez joli d'ailleurs. Euh, et donc si je sélectionne ici, l'élément d'un processus map, on voit qu'il est indéfini, c'est-à-dire il n'a pas réussi à être classé. Alors qu'ici, dans Ravel, on nous dit que c'est un chemin réservé. Donc on voit que les données existent dans les deux cas, mais qu'il y a un doute en fait sur la typologie dans LSM, parce qu'on n'a pas assez de données précises pour savoir sur quelle typologie se retrouver. Donc je vais vite vous montrer à quoi ça peut ressembler dans OpenStreetMap. Donc on est ça c'est OpenStreetMap en mode édition. C'est que chacun peut aller éditer les données dans OpenStreetMap s'il le désire. Donc on a ici le chemin vicinal. Et ce que vous voyez ici, ce sont des données en fait, on appelle Mapillaris. Mapillaris, c'est en fait, des vélos qui se déplacent avec des caméras et qui permettent de cartographier le monde. Donc en fait, on voit que cet aménagement cyclable-ci dans OpenStreetMap, ben, il y a toute une série de champs, je ne vais pas vous les décrire en détail, mais je sélectionne. On voit qu'il n'a pas le signal. Donc on pourrait simplement ici rajouter un champ, traffic sign. Il faut connaître un petit peu la typologie, mais c'est du F99, F99A ici. Je rajoute ce champ-là, je le pousserai dans OpenStreetMap, et alors après, dans ma cartographie, ici, puisque ici on a un chemin réservé dans la base de données Ravel, et que OpenStreetMap dit la même chose, il y aura notamment il y aura une correspondance qui existera. Ici, on a un autre cas un peu typique. On a dans la base de données Ravel, on a un chemin réservé qui est assez long. On voit qu'il a un taux de correspondance assez faible. C'est parce qu'en fait, on voit que dans la base de données OpenStreetMap, ici, on n'a qu'un petit bout qui est considéré comme chemin réservé, mais ils n'ont pas été jusqu'au bout dans l'aménagement cyclable. Et donc, on peut aller voir à quoi ça ressemble sur le terrain. Puis je me mets en mode édition. Euh, Puis là. Et ce qu'on voit en fait, c'est que si je vais voir ici, on est bien face à un F99 également, chemin réservé. Et si on arrive tout au bout, là où OpenStreetMap arrête de cartographier le F99, c'est un peu plus ambigu, mais ça devient en fait un chemin, vous voyez, un chemin assez étroit. On pourrait considérer comme un pré-Ravel, mais voilà, ici, faut prendre des décisions. Est-ce qu'on cartographie ceci comme un F99, sachant il y a le panneau et que le revêtement est relativement bon, mais c'est pas très large. On pourrait aussi le cartographier comme un F99 dans OpenStreetMap afin voilà, de pousser les données dans la cartographie. Encore un petit exemple un peu plus simple concerne les routes régionales. Ici, on a l'aéroport de Liège. Donc autour de l'aéroport de Liège, on a fait des routes ont été rénovées récemment et dans OpenStreetMap, on a déjà les pistes cyclables qui ont été photographiées. Mais on voit qu'elles ne sont pas en fait présentes sur la route régionale, en tout cas pas partout. Voilà, il y a un style dans mon système ici.
on voit en fait qu'il y a un petit morceau ici qui existe là, dans les aménagements régionaux, mais qui ne fait pas en fait le lien. Voilà, typiquement un exemple qui nous permettra de dire, ben, il y a un petit manquement dans la base de données régionale, il faut la compléter. Voilà un petit peu pour le modèle auquel on a abouti. J'ai presque terminé. Je vais maintenant vous parler simplement des suites. Comme j'ai dit, ce projet n'est pas terminé. Nous, ici, au sein du projet, on a encore l'ambition voilà, de structurer encore un peu comment l'identification et la remontée de ces différentes discordances peut être traitée afin qu'elles soient le plus bénéfiques, en fait, tant aux producteurs de données, mais aussi à la carte d'OpenStreetMap. La question de savoir comment on vérifie sur le terrain, parce que, voilà, parfois on a des doutes, il vaut mieux aller voir sur le terrain, mais bon, aller sur le terrain, ça requiert des ressources. Et donc, on vous démontre notamment la solution Mapillaris, ce sont voilà, des volontaires qui vont sur le terrain faire des photos. Et donc, via peut-être des maps à ton, on pourra aussi peut-être améliorer les données. Comme je l'ai dit, les discordances, c'est beau de les identifier, mais après, ça demande quand même un humain pour faire voilà, choisir la décision qu'on prend à chaque fois. Martin, Oui, la présentation n'est pas en présentation. tu rigoles ou quoi? Je Ah, veux dire, mets-le en mode présentation. ah oui, je me suis trompé, ok. Ouais, c'était juste un sign de l'autre. Je remets la présentation. Merci. Oui, voilà, donc c'est ça que je disais, c'est la suite. Et donc, Mapathon, donc, oui, je disais, organiser des Mapathons pour, pour utiliser en fait voilà, la force des cartographes de tous bords pour améliorer les bases de données, tant OpenStreetMap que authentique. Au niveau des suites de ce projet vis-à-vis des communes, concrètement, quelles sont les étapes suivantes? Bientôt, on va publier un schéma standardisé qui reprendra ce que j'ai expliqué, mais avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus de. Voilà, on aura à chaque valeur de chaque champ attendu les valeurs. Je l'ai dit également, c'est flexible, donc vous n'êtes pas obligé de rentrer dans ce schéma, puisqu'on a ce fameux schéma mapper. Et donc, lorsqu'on vous invitera, si vous le désirez, à nous donner vos données, enfin nous fournir vos données pour les intégrer dans le jeu de données, il faudra aussi nous fournir un dictionnaire de manière à ce qu'on sache quand vous vous dites une chose, à quoi en fait, à quoi faites-vous référence, de manière à ce que nous puissions relier reconnecter les fils au bon endroit. On pourra intégrer les données dans notre base de données centralisée, laisser les publier également sous le géoportail afin qu'elles puissent bénéficier à tout un chacun. Et puis aussi voir comment on peut retourner vers les producteurs de données afin de voilà, pouvoir identifier éventuellement là où il y aurait peut-être des manquements ou autres dans les bases de données centralisées. Pas dans les bases de données des producteurs, excusez-moi. L'idée, c'est de faire des mises à jour. J'ai mis annuel, ça peut aussi être biannuel, de manière à pouvoir faire du suivi de l'amélioration du réseau, comment est-ce que le réseau s'étend au fil des années. Et j'ai mis avec cycle de vie. Ça, je n'ai pas parlé pour pas être trop long, mais il y a aussi une composante cycle de vie, c'est-à-dire que la base de données, elle est historisée, dans le sens où on peut retourner dans le passé, savoir quel était l'état du réseau à une année, à une date antérieure. Et puis l'idée ensuite, c'est effectivement de faire du monitoring dans le cadre de l'Observatoire des modes actifs, de manière à voir comment est-ce qu'on progresse en Wallonie au niveau de la, la construction du réseau cyclable. Voilà, je suis arrivé tout au bout. J'espère que c'était pas trop technique et que j'ai réussi à rester simple et didactique. On va maintenant prendre des questions que ma collègue Charline lira à voix haute. Je vais vous laisser quelques minutes pour entrer vos questions dans le chat si vous en avez. Je peux peut-être déjà commencer avec la question qui revient très souvent à chaque présentation. Les slides seront-elles disponibles? Oui, donc tous les participants à ce webinaire et même ceux qui n'étaient pas là recevront effectivement les slides et non, un enregistrement du webinaire.
Une question qui a été posée un peu plus tôt lors de la présentation, c'est: nous considérons les zones apaisées comme favorables aux cyclistes. Dans cette optique, ne faudrait-il pas également ajouter les zones 30 au sein de votre typologie, dans le sens où le différentiel de vitesse est suffisamment faible avec des véhicules particuliers pour que les cyclistes soient en sécurité? Tout à fait. La question des zones 30, on se l'est posé, effectivement, mais on s'est dit que ça pouvait faire l'objet plutôt d'une cartographie, une autre cartographie, plutôt celle des rues, comment dire, du réseau apaisé, qui comprend effectivement la signalisation zone 30, mais qui comprendra aussi les rues réellement apaisées, c'est-à-dire qu'avec des données, on peut cartographier les endroits où il n'y a pas trop de trafic et où les voitures ne roulent pas trop vite. Parce que ça, c'est effectivement, c'est un peu disons, la partie cachée de l'iceberg, c'est toutes les rues de Wallonie où en fait on peut rouler en sécurité en vélo, mais où il n'y a pas de signalisation particulière. Enfin, après, la question des zones 30 effectivement est pertinente également, mais on n'a pas prévu de les cartographier dans notre cartographie parce qu'en fait on a considéré aussi que c'était pas purement des aménagements cyclables. Bien. Question suivante: les stationnements vélos, sécurisés ou non, sont-ils compris dans la cartographie des éléments ponctuels? Donc ça, effectivement, on a décidé de ne pas les inclure parce qu'il y avait déjà des initiatives qui existaient au niveau de la cartographie des parkings vélos. Donc ça, je pense que si vous allez voir Futurosité, vous pourrez trouver un schéma de données sur les aménagements parking vélo. Et donc, je vous invite effectivement à le suivre le plus possible. Parce qu'effectivement, la problématique des parkings vélos est enfin, pas très particulière, mais elle est particulière dans le sens où elle a toute une série de champs et de valeurs qui lui sont propres. Et donc, voilà, on a décidé de ne pas l'intégrer directement dans notre modèle. Cela rejoindrait aussi les stationnements vélos aux arrêts tech dans ce que Voilà, tu viens de présenter. absolument. Ça, je pense que l'AOT est occupée à cartographier. Mm. Pourriez-vous réexpliquer sous quelle forme les données des communes devraient vous parvenir? Oui, donc ça, je ne l'ai pas explicité, mais donc ça doit être des formats géographiques de base. Donc ça doit être un shapefile, ça peut être un GeoJSON ou une geodatabase. Voilà, ça c'est peut-être un peu technique, mais on s'attend effectivement quand même que les données aient été produites dans un logiciel carto, que ce soit QGIS ou ArcGIS, et ce seront voilà, il faudra nous fournir un format de fichier voilà, standard qui répondra quand même en partie, disons, au schéma, mais comme je l'ai déjà dit, c'est flexible, donc on ne doit pas rentrer dans tous les détails du modèle, mais on recommande quand même que vous puissiez reconnecter les éléments à notre schéma, puisque en tirer le meilleur parti. Très bien. Quelqu'un qui demande si pour les petites communes, il y a des choses de prévues, car au sein des petites communes, il n'y a pas les services mobilité ou personnel suffisant pour fournir des informations d'aménagement cyclable. Y a-t-il une façon, comment procéder pour ces communes qui sont dans ce cas-là? Oui. Donc les communes, effectivement, il y a plusieurs endroits en Wallonie où les intercommunales ou des GAL se sont lancés dans cette initiative de cartographier les aménagements cyclables des communes. Donc voilà, si ça existe par chez vous, ben, ça peut être une bonne initiative de se reposer sur ces intercommunales. Sachant du coup que ce ne serait plus la commune qui serait productrice de données, mais du coup l'intercommunale, donc c'est-à-dire que tout le territoire serait couvert, enfin, toutes les différentes communes seraient couvertes par un seul producteur de données. Euh, mais alors il y a aussi la possibilité d'utiliser directement OpenStreetMap. Après, il faut quand même être un peu geek, et bon, si vous n'avez pas de personnel technique à la commune, il n'y a pas de raison que vous en ayez un pour faire de la cartographie OpenStreetMap non plus, mais ce que vous pourriez faire, c'est aussi inviter vos citoyens, peut-être, il y a sûrement des gens intéressés à le faire, à aller cartographier les aménagements de votre commune dans OpenStreetMap directement. Ça reviendrait par une des portes de notre projet, en fait. Ça arriverait aussi chez nous. Et donc pour ça,
je sais bien que les GRAC font ce genre de choses. Et puis, dans notre projet, on a aussi l'ambition de fournir des données, des explications sur comment bien encoder dans OpenStreetMap. Parce que voilà, la cartographie par les gens de terrain, enfin les gens de terrain, par les cartographes de terrain, c'est quand même assez faux, c'est quand même très utile. Donc voilà, vous Question pouvez aussi suivante. promouvoir le OpenStreetMap. Question suivante. Pourquoi ne pas fixer des différences de niveau? Si la piste cyclable longe une route limitée à 90 km à l'heure et est composée uniquement d'un marquage au sol, cela diffère grandement d'un aménagement cyclable bien séparé de la circulation. Ouais, donc là, notre modèle prend ça en compte. C'est donc si c'est de la peinture sur la voirie, ce sera une piste cyclable marquée. Si elle est séparée de la voirie, normalement, ce sera un D7, D9 ou D10. Euh, donc, il me semble que notre modèle fait cette distinction. Et on a aussi des champs qui permettent de caractériser le type de séparation. On peut aller jusque-là. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais il me semble que notre modèle répond à cela. Question suivante. Ne serait-il pas intéressant de cartographier les chemins entre guillemets uniques en fonction de leurs caractéristiques réelles plutôt que de la signalisation, étant donné que celle-ci n'est pas uniforme? Pour un même panneau, l'aménagement ne serait pas le même. Ouais, ça c'est vraiment le cœur de une des questions qu'on s'est posées. En fait, vous pouvez faire les deux, mais on s'est dit que la seule façon assez univoque d'en arriver à un langage unique, c'est de se baser sur la signalisation. Parce que, après, c'est vrai, vous avez raison, la signalisation ne peut traduire différentes réalités, mais généralement, elle traduit quand même quelque chose de réel. Et comme dans tous les exemples que je vous ai montrés au début, on voit que voilà, ça peut traduire toute une série de cas de figure. Nous, ce qu'on recommande, c'est voilà, la base, ce sera la signalisation, mais évidemment, on recommande très chaudement d'encoder toutes les caractéristiques physiques des aménagements derrière, de façon à ce qu'on puisse savoir, ok, c'est un panneau de tel type, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce panneau? On l'a vu, on a parfois des F99 avec des sentiers complètement empierrés derrière. Donc, effectivement, la réalité de terrain, enfin la réalité concrète de l'aménagement, on peut le connaître que via une caractérisation précise. Mais ça, notre modèle le permet et on le recommande tout à fait, ouais. Avez-vous du matériel disponible pour effectuer les relevés de terrain pour les volontaires? Donc, je ne sais pas si vous parlez des caméras. Au SPW, on n'a pas de caméra, mais ce sont voilà, des réflexions qu'on a en cours. Mais il y a il y a un groupe de volontaires, dont je fais partie d'ailleurs, qui a une dizaine de caméras GoPro 360, c'est-à-dire qui cartographie dans toutes les directions et qui cartographie la Wallonie en ce moment. Et si vous êtes intéressé à faire ça dans votre commune, vous pouvez éventuellement m'envoyer un mail et je peux vous mettre en relation avec ce groupe qui pourra même vous envoyer des caméras si ça vous intéresse. Mais c'est pas une initiative de SPW directement, même si le SPW en fait a financé ça via un concours, mais voilà. Donc vous pouvez m'envoyer un mail et je vous mettrai en relation. Avez-vous un calendrier du projet? Savez-vous nous donner plus d'informations sur la manière dont nous pouvons collaborer avec vous? En tant que GAL, nous avons la mission d'accompagner la conception d'une base de données cyclo sur les communes de l'Est du BOE. Nous pouvons donc vous aider dès que vous en aurez besoin avant 2027. Oui, donc le projet, à mon avis, pour ce qui concerne la collaboration avec les communes, on aimerait commencer à, euh, à communiquer des données précises, enfin des directives précises d'ici la fin de l'été. Euh, Maintenant, si vous êtes en plein travail au niveau du GAL, on peut se mettre en relation dès maintenant, de manière à voir dans quelle direction il vaut mieux partir, il n'y a pas de souci. Mais en ce qui concerne, disons, la communication vers toutes les communes, etc., ce sera sans doute voilà, en courant de l'été. Est-ce que la donnée chemin privé est indicable? Des gens pourraient cartographier un chemin non autorisé. Oui, oui, donc ça,
si vous êtes une commune, en théorie, vous n'êtes pas censé cartographier les chemins privés dans vos aménagements cyclables. Rien ne nous empêche de le faire, mais disons que nous, ce qui nous intéresse, c'est les aménagements cyclables publics. Donc, si vous nous fournissez des données aménagements cyclables, on s'attend à ce qu'elles soient publiques. En fait, c'est entre guillemets une contrainte implicite du modèle. Euh, Maintenant, dans OpenStreetMap, tout est cartographié, même les chemins privés. Et donc là, il y a moyen de dire que le chemin est privé. Et dans ce cas-là, nous, on le récupère pas, quoi. Il est filtré. Nous, on ne cartographie pas les chemins privés. Quelqu'un revient avec les questions sur le stationnement en vélo en insistant pour que les stationnements sur les itinéraires pris comme un aménagement cyclable ne devraient pas-ils figurer sur la carte, mais cela a déjà été un peu répondu par ailleurs. Ouais. Donc, il existe déjà des initiatives en termes de cartographie des aménagements parking vélo. Quelqu'un demande le site Futurocité. Il a été communiqué dans le chat par un des participants. J'invite Emmanuel de Charlier à remonter dans la conversation. Ça a déjà été fait. Est-ce que ce travail d'encodage peut être réalisé par des personnes externes, exemple groupe citoyen? Est-ce qu'il y a un guide pratique? Donc, effectivement, on va communiquer sur ce fameux schéma. Le schéma, ce sera vraiment des guidelines sur comment structurer l'information dans la base de données. On pourra aussi d'ailleurs vous fournir une base de données vide sur laquelle il suffira de compléter les données. Maintenant, voilà, ça reste de la cartographie. Bon, c'est pas non plus de la science spatiale, mais c'est quand même quelques petites compétences pour travailler dans un logiciel carto. Maintenant, pourquoi pas? Maintenant, il y a aussi le côté, comme j'ai déjà dit, OpenStreetMap. Donc ça, OpenStreetMap, c'est accessible à tout le monde. Euh, et moyennant certaines voilà, directives également, on peut tout à fait encoder les aménagements. Et donc, voilà, notre vademecum, notre manuel qu'on va fournir prochainement, oui, on pourra donner des directives effectivement sur comment encoder. Non, on ne saura pas vous donner un cours de SIG, ça ne sera pas possible. Mais bon, c'est pas non plus, comme je dis, très très compliqué. Euh, pour l'édition des données communales, peut-on se connecter à la BD Carto de SPW ou faut-il passer par OSM? Tu pourrais répéter la question? J'ai pas. Pour l'édition des données communales, L'édition. comment Ouais, peut-on se connecter à la BT Carto du SPW ou ouais, faut-il ouais. passer par OSM? Donc là, les données communales, ce qu'on attend, c'est que les communes elles-mêmes produisent leurs jeux de données. Après, c'est pas du tout une obligation, hein, mais c'est que si elles produisent des données aménagement cyclable, ensuite elles nous les fournissent à récurrence voilà, annuelle et que nous on les intègre dans cette base de données centrale. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'elles seront intégrées dans cette base de données qui, elle, sera publiée, bah, elle sera disponible via le géoportail à toutes les communes intéressées. Mais donc, il ne s'agit pas que vous veniez éditer directement notre base de données. C'est-à-dire que vous devez produire de votre côté vos aménagements cyclables, et puis vous nous enverrez des fichiers shapefile ou autres que nous on pourra intégrer facilement dans la base de données centrale. Et donc, sur le territoire de votre commune, vous serez considéré comme voilà, les données authentiques de votre commune. Est-ce qu'il est prévu dans OSM de rajouter un statut revêtement? Revêtement existe déjà dans OSM. Y a-t-il OSM, une, ouais. Vas-y, vas-y. y a-t-il une obligation légale pour les communes de fournir euh, ce type de données? Il n'y a aucune obligation légale. Euh, il y a une question sans trop de contexte qui dit une voie sans issue qui continue uniquement pour les cyclistes, je Ouais. suppose. Et donc ça, du coup, ce panneau s'applique à la rue menant à sans doute un F99, enfin, un chemin réservé. Du coup, la rue en tant que telle n'est pas un aménagement cyclable. Euh, du coup, l'aménagement, ouais, la rue n'est pas un aménagement cyclable. La rue indique que plus loin, il y a un aménagement cyclable, mais nous, on ne cartographie pas les rues menant à des aménagements cyclables. On cartographie que l'aménagement cyclable.
Bien. Mais ouais, rien ne vous empêche effectivement de cartographier aussi toute votre signalisation dans les plus grands détails, mais nous, on ne reprendra pas ces données. Très bien. Il me semble avoir lu toutes les questions. Maintenant, indépendamment à cela, j'ai vu deux mains levées, une d'un certain Dimitri, qui je ne sais pas si... Ouais, donc vous pouvez, hmm, effectivement, on peut allumer votre micro si vous voulez parler, mais et bon, Fabien Pasquasi avait aussi levé la main en début de présentation. ils peuvent peut-être se manifester dans le chat s'ils veulent prendre la parole. Euh, une Nous erreur de... avons Laurent Brome, Vincent Ratz qui demandent la Voilà. parole. Nous avons d'abord laissé la parole à Laurent Brome, Sem de Nivelles. C'était lui donner le... Activer Je, son micro. je cède le micro. Si j'y arrive. Attendez. Hum, autoriser le micro. Monsieur Braun. Non, je n'ai pas réussi ma démarche. Je vais essayer de désactiver. Je vais bien activer le micro, donc je crois que vous pouvez vous réactiver votre micro. Je vous autorise à pouvoir réactiver votre micro. Ah, vous devez activer le micro, effectivement. Et- Donc, la démarche ensuite d'activer le micro doit se faire de votre côté. ouais, votre micro est coupé, Monsieur Brown. Bon, c'est grisé. Apparemment, bon, nous allons voir pour plus tard. En attendant, je vais céder la parole à un autre participant. Je cède la parole à Vincent Ratz. Il Il doit activer faut, son Bon, micro. Ah, voilà. voilà. moi ça marche. Voilà, je me demandais moi s'il était possible de faire, de lier des données de database géolocalisées sur l'état des infrastructures. Donc de voir, je veux dire des indications rapides, c'est en bon état, c'est en état moyen, c'est en état à surveiller ou inquiétant. Est-ce que ça va faire partie à un moment de la suite logique du projet ou pas? Donc, en ce qui concerne... donc, je vois pas précisément à ce à quoi tu fais référence, mais dans le cas des bases de données routières, je pense que effectivement il y a des systèmes qui existent pour relever la qualité des Mmh. aménagements, qui seront effectivement poussés dans le logiciel de gestion du patrimoine, qui à terme permettra effectivement de peut-être de nourrir notre base de données. C'est Mais ça, l'idée, c'est vraiment de géolocaliser des diagnostics. Dire voilà, une route en mauvais état se trouve exactement là-bas. Ce à serait un vraiment plus. niveau, En ok, fait, ok. si on permet aux gens je veux dire, de géolocaliser des infrastructures, ils peuvent tout aussi bien aussi dire, ok, bah moi il me semble qu'elle est en mauvais état, ou alors elle est insécurisante, ou ça peut être un diagnostic sur l'état, ou alors sur l'impression de sécurité, par exemple. Ça, je veux dire, maintenant j'ouvre un peu des portes, mais voilà, c'est pour moi une donnée qui est aussi importante que de dire il y a une infrastructure, de dire dans quel état elle est et si elle est, je veux dire, suffisamment poussée ou intéressante ou à éviter, par exemple, hein. Ok, ok. Oui, donc effectivement, ça fait partie de l'objectif. Et en fait, c'est même un des objectifs premiers du projet, c'était de pouvoir faire remonter par les citoyens des problèmes ou des suggestions. Mhm. Mais ne disposant pas d'une cartographie harmonisée des aménagements cyclables à l'échelle de la Wallonie, ce n'était pas possible. Donc, en fait, la première étape à ce travail, c'était d'avoir une base de données Ouais. centralisée. Et avec le risque surtout que des gens interprètent, je veux dire, quelqu'un qui va penser qu'une infrastructure est super alors qu'une autre personne va trouver ça complètement dangereux ou insécurisant, quoi. Donc il y a après un filtre à avoir là-dessus. Oui. Ouais, c'est pas évident. Non, tout à fait. Ok, voilà, merci, c'est tout. Merci, Merci Monsieur Ratz. Vincent. N'ayant pas réussi à débloquer Monsieur Braun, il m'a relégué la question dans le chat. Pourquoi ne pas exploiter les données que les communes envoient lors de la soumission de leur RC pour approbation? Donc ça, Règlement communal.
ou les pimacies, etc., vous voulez dire? Donc ces données-là, on les reçoit effectivement, on les exploite, mais à ce stade, elles n'ont pas une qualité géométrique suffisante que pour pouvoir être utilisées telles quelles. Donc voilà, une fois de plus, c'est pas la même finalité. Souvent, voilà, on encode, on dessine vite fait la localisation de l'aménagement où le projet va être subsidié, mais on n'est pas dans une logique vraiment de cartographie précise de là où passe l'aménagement. Du coup, voilà, ça peut nous être utile pour identifier éventuellement les nouveaux aménagements qui ont été créés, mais on peut pas directement aller chercher les données telles quelles. Ça n'a pas une qualité suffisante. Il ne s'agit pas ici des PIMACI, PIMOICI, c'est le règlement complémentaire sur la circulation Ah, sur routière. la... Donc, exemple, mise en place d'un F99, Ouais, 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 etc. ok, ok. Oui, effectivement, je vois ce que vous voulez dire. Ok, on a cherché à utiliser ces données-là. On n'a pas pu en disposer à ce stade, mais effectivement, on va essayer de les intégrer. Parce que le problème, Il- c'est aussi que le passif, je pense, n'est pas disponible. On n'a que les nouveaux aménagements. Mais effectivement, ça serait intéressant. Nous avons le Charlie Emmanuel qui souhaitait prendre la parole. Je vais autoriser le micro. Vous pouvez normalement, monsieur, actionner votre micro et prendre la parole. Oui, là, vous m'entendez? Oui, Ouais, ok. Bah oui, donc, enfin, j'ai vu qu'entre-temps, vous aviez répondu à ma question en disant que la thématique des stationnements à vélo n'était pas mise de côté, mais ce que je trouve bizarre, c'est que, d'après ce que je comprends, vous essayez d'unifier différentes sources, etc., mais uniquement sur la partie, je veux dire, linéaire, donc les aménagements où on roule, mais en fonction de l'utilisateur, c'est quand même très, très intéressant de savoir où il y a des stationnements à vélo. Mais par ailleurs, se pose en même temps la question, de la mise à jour des données, d'ailleurs, que ce soit pour les aménagements ou les stationnements. Ouais, ouais, je vous suis à 100%. Je suis d'accord que ce serait intéressant d'avoir le même système pour les parkings vélos. Voilà, ce choix a été fait de manière pragmatique dans le cadre de ce projet, donc qui n'est pas mené uniquement ici par l'SPE, mais on a un prestataire hein, qui nous aide. Et donc voilà, dans le cadre du cahier des charges, on a décidé que Mmh. le parking vélo étant une thématique un peu particulière, ça ne rentrait pas dans le cahier des charges. Mais vous avez raison, ce serait intéressant sans doute de faire ce rapprochement. Sachant que plusieurs initiatives ont déjà essayé de le faire. Il y a des bases de données qui existent, qui essaient de relever tous les parkings vélos de Belgique, enfin de Belgique et du monde, mais aucune n'est vraiment parfaite. Mais donc oui, OK. effectivement, Mmh. voilà. Encore une autre J'approuve, étape. voilà, Merci. de Coupe rien. mon merci à micro. vous. Oui. Nous n'avons plus de questions dans le chat et plus de demandes de prise de parole pour l'instant. Ah ben voilà. Donc je pense qu'on peut clôturer ce webinaire qui aura duré. Je comprends pas, il a duré 1h50 ce webinaire. Ah non, c'est pas long. 1h20. Ah oui, c'est qu'on a commencé plus tôt. Donc voilà, je vais pouvoir vous libérer. Je sais pas si vous êtes au frais ou pas, mais le cas échéant, on peut tous reprendre notre activité normale et aller se rafraîchir peut-être. Je vous remercie pour votre attention. Et donc, comme je l'ai dit, on reviendra vers vous prochainement avec des informations plus précises sur la suite de ce projet. Et j'espère que prochainement, on pourra bénéficier toutes et tous d'une cartographie harmonisée et unifiée des aménagements cyclables en Wallonie. Merci et au revoir. Au revoir.